Salut à la maison, j'espère que vous allez bien. Merci de nous choisir encore une fois. J'espère aussi que vous allez aller voter avec cette journée du 3 octobre parce qu'au moment d'enregistrer cette émission, on est à quelques heures de cette élection québécoise, le balbutiement avec le 3 octobre prochain. Si vous ne l'avez pas fait par anticipation, allez exercer votre droit de vote. On a cette chance de vivre dans un pays démocratique, de pouvoir faire une différence. Une émission qui est bien chargée. Sophie Montminy, autrice, qu'on vous propose son livre Imparfaite un petit peu plus loin. Simon Fournier, qui est directeur, lui, musical et artistique aussi d'Opéra Bouffe Québec. Non, c'est pas de la bouffe que vous mettez sur la table, c'est bel et bien un événement artistique qui aura lieu très bientôt à Laval. Monsieur Adler Louis-Jean, qui est de Culture Laval, sera avec nous. Il y a aussi Nicolas Vincent-Poirier qui viendra nous parler des films très attendus cet automne. Peggy Bellan, notre chroniqueuse bien-être, sera là. Olivier Poupard de Disney on Ice, présenté bientôt à Laval, sera aussi avec nous. Mais pour commencer, pour débuter cette émission, elle est du regroupement lavallois pour la réussite éducative, Madame Véronique Saint-Louis. Bonne émission. On est en pleine rentrée, mais déjà, c'est un sujet qui est de tous les instants. Avec la pandémie aussi, on a vu s'exacerber dans le domaine de l'éducation plusieurs choses qui sont alarmantes et on veut favoriser la réussite éducative chez nos jeunes ici sur le territoire lavallois. Et c'est ce regroupement lavallois pour la réussite éducative qui porte plus loin le projet Communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes. Elle en est la chargée de projet. On a l'occasion de lui parler avec le truchement de la technologie. Madame Véronique Saint-Louis, bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir dans cette émission. Qu'est-ce que c'est ce projet Communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes? Dans le fond, le projet Communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes, qu'on appelle CEBAGE, c'est vraiment une démarche d'impact collectif sur le territoire lavallois qui regroupe des acteurs de tous les secteurs, les domaines de l'éducation, santé, services sociaux, le communautaire, la municipalité, différentes concertations. Et l'objectif, c'est vraiment que tous ensemble, on puisse se rallier autour des jeunes à risque, 14-30 ans, pour pouvoir faciliter leur parcours, soit au niveau de leur scolarisation ou même de leur insertion socio-professionnelle. OK. Quel type, par exemple, de projet qui pourrait être réalisé là, avec cet appel de proposition là, actuellement? Bien, en fait, la communauté bâtissant l'avenir des jeunes a lancé une pépinière d'innovation l'année dernière. Donc, la pépinière d'innovation, elle soutient plusieurs initiatives là, qui sont là pour renforcer la motivation des jeunes 14 à 30 ans du territoire. Autant les organismes communautaires que les organismes du milieu scolaire peuvent déposer des projets. On parle de toutes sortes de projets qui peuvent aller autant au niveau, par exemple, d'activités très concrètes pour les jeunes, comme la mise sur pied là, d'une coopérative de micro-pousses, comme a fait l'année passée le CQPL, à toutes sortes d'autres initiatives comme du tutorat scolaire, de l'entraide entre pairs, un séjour en nature pour renforcer les liens entre les participantes. Donc, on invite vraiment les intervenants, les organisations à être novateurs là, dans leur recherche de nouvelles propositions d'activités. Fait que ça pourrait être le domaine sportif, le domaine artistique aussi. Donc, c'est très vaste, c'est très large, les possibilités. Mais en fait, tout doit quand même avoir un lien avec la réussite éducative ou le développement professionnel là, des jeunes. Donc, on a plusieurs critères là, que les gens peuvent consulter directement là, sur l'appel à projet. C'est quoi les critères, justement, si vous pouvez nous les dresser, là? Oui, bien sûr, si vous me permettez. En fait, une chose qui est vraiment importante, c'est que les jeunes soient directement impliqués dans le projet. Donc, ce qu'on veut, c'est que les jeunes ne soient pas seulement participants, mais qu'ils puissent être aussi acteurs dans la mise en œuvre et la conception du projet. Et ensuite, comme je vous disais, en fait, ça doit bien sûr être lié à la motivation scolaire et professionnelle des jeunes. Donc, plus notamment, on souhaite que les projets puissent concerner un ou l'autre des axes suivants, soit l'estime de soi, les saines habitudes de vie, les aspirations scolaires et professionnelles, la motivation dans le parcours scolaire, l'entraide entre pairs et le soutien dans les différentes transitions. OK, quand même intéressant. Puis là, justement, par, je crois, différentes enveloppes ou
du moins, il y a des enveloppes d'argent qui sont disponibles pour réaliser ces projets-là, que vous analysez et à la suite, vous pouvez octroyer là, quand même des milliers de dollars à ces projets-là qui vous sont déposés, je crois. Oui, tout à fait. Des milliers de dollars, c'est pas trop fort. Depuis 2 ans, on a investi près de 125 000 dollars dans différents projets. On a soutenu, là, grâce à ce financement-là, 35 projets sur le territoire lavallois dans une première initiative, puis on a consolidé 15 de ces projets-là pour une deuxième année consécutive. L'enveloppe vient du fonds Tamarac, donc l'Institut Tamarac, qui supporte là, le mouvement Cébage. Et puis, à chaque année, les projets peuvent bénéficier d'un financement allant de 1 000 à 4 000 $ selon les besoins. L'appel à candidature, je pense que ça, c'est important de le dire, il est assez simple. Ouais. Donc, l'important, je sais que des fois, quand les gens font des demandes de subventions, ça peut être compliqué. Nous, on a vraiment tenu à avoir un processus qui est très simple, qui est allégé, donc c'est pas trop compliqué pour les organisations, mais en même temps, ça donne des résultats vraiment impressionnants. Et d'ailleurs, pour avoir accès à ces possibilités-là, c'est donc appel de proposition, on se rend en ligne, on se rend sur vos plateformes? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur le site du RLPRI, aller directement dans la section qui concerne la communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes. Vous allez retrouver le formulaire en ligne à remplir directement là, sur le site. Ouais. Est-ce qu'on parle d'une date butoir, par contre, pour déposer son projet, là, compte tenu, j'imagine, des échéanciers que vous avez, vous aussi, à respecter de votre côté, là? Oui, tout à fait. Puis on veut que les organismes soient en mesure de déployer le projet le plus tôt possible là, dans l'année scolaire. Donc, le projet a été lancé, l'appel de proposition, a été lancé le 29 août. Il est ouvert jusqu'au 14 octobre. Date limite pour nous faire parvenir vos propositions. Intéressant. Alors, c'est tous les liens au moment de se parler qui sont au bas de l'écran pour pouvoir profiter puis aussi concrétiser, j'oserais dire, aussi des rêves et permettre à nos jeunes entre 14 et 30 ans, c'est entre autres un des critères qu'on doit là, pour soumettre son projet. Donc, avec la communauté bâtissant l'avenir avec les jeunes, dont le regroupement Lavallois pour la réussite éducative est un des organismes qui chapeaute le tout. Je rappelle que vous en êtes la chargée de projet d'ailleurs de ce regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Madame Véronique Saint-Louis, merci beaucoup d'être passée à cette émission pour nous en parler. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je fais juste dernier commentaire peut-être. On a fait une vidéo l'année dernière qui met vraiment en lumière les jeunes, les projets. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner, ainsi qu'un bilan qui trace toutes les initiatives qui ont été appuyées. Donc, c'est un bon guide pour s'inspirer puis pour voir concrètement les impacts sur les jeunes. Super. D'ailleurs, on a ouvert la chronique, l'entrevue avec cette vidéo. On va terminer avec cette vidéo. Je pense que c'est une bonne façon de bien boucler la boucle de notre conversation, puis surtout d'inciter les gens à déposer leur projet. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Participation active dans la conception et la mise en œuvre des projets. C'est une revenante, est-ce que je peux dire ça? Parce qu'elle a commencé en quelque sorte sa carrière ici comme journaliste, bien sûr, à d'autres émissions à TVRL. Je suis très content d'accueillir l'autrice. Donc, c'est Sophie Montminy qui est avec nous. Salut! Allô! Et donc, quelle année, quelle émission t'as piloté ici? J'essayais de me rappeler avec Alain, c'était en 2009-2010 et même le titre, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps, faudrait qu'on demande. Qu'on voit les archives. Mais là, c'est ça, je sais pas si on voudrait, si j'ai le goût d'en voir les archives, mais bon. Les bloopers aussi. Ouais, OK. Vous avez le droit. Mais on commence tous quelque part. Absolument. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez peut-être d'une émission, c'est-à-dire du contexte de l'émission par contre que vous animiez? C'était-tu culturel? Oui, non, en fait, c'était plutôt société. Moi, je recevais beaucoup des gens ici qui venaient parler de leurs projets, qui on mettait de l'avant tout ce qu'ils faisaient. C'était vraiment une magnifique émission. C'était une belle école, j'imagine. Oui. Belle école. D'ailleurs, plus tard, parce que là, on se retrouve plus d'une dizaine d'années plus tard, parce qu'on a cette conversation-là pour votre livre, donc, qui est disponible depuis le mois d'août dernier, soit Imparfaite. Oui. C'est un mot d'ailleurs que vous avez de tatoué. Oui, on peut même le voir à l'écran, j'imagine. Mais pourquoi Imparfaite et pourquoi l'avoir justement transposé de la peau à la réalité, si je peux dire comme ça? En fait, le tatou est arrivé en même temps que j'écrivais. Pour moi, c'était vraiment un processus, ce roman-là, très personnel, parce qu'évidemment, ça se passe dans le milieu du magazine. Donc,
et l'endroit où j'ai démissionné, dans le fond. Et pour moi, c'était comme une réflexion que j'avais besoin de faire, de le mettre sur papier. Mais aussi, le mot imparfaite, c'est de me rappeler toujours que faut pas être parfait dans la vie parce que ça nous amène beaucoup de blocages. Et donc, c'est un mantra que moi, je me rappelle à tous les jours de c'est correct, c'est pas parfait, on va y arriver pareil, même si c'est pas toujours facile. Oui, c'est parce que j'ai cette même chose-là en moi. Ouais. J'ai le perfectionnisme, le désir de toujours performer, Ouais. mais souvent, c'est nous-mêmes nos propres, le propre artisan de notre malheur, je pense. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui, pour moi, ça a juste escaladé jusqu'à un point où je n'étais plus capable de me sortir de ça. Donc, de voir mon roman partout puis de marquer imparfaite en gros partout dans les librairies, ça me rappelle, je me dis, ça passe sûrement le message à des gens, des fois, il faut se calmer un peu. Parce que, donc, si je comprends bien, parce que là, on œuvre dans le personnage central, tout ça, on œuvre quand même, Anna, bien sûr, donc, on œuvre dans le domaine du journalistique. Donc, quelle est la part de réalité de fiction là-dedans? Est-ce que c'est totalement quelque chose de réalité de votre vie? Est-ce qu'il y a un peu de fiction, mis à part le prénom du personnage central? Mais... Je dirais que les personnages n'ont pas existé, mais toute la trame de fond qui est en arrière, ma réflexion est vraiment très personnelle, mais aussi, je pense que les gens qui travaillent dans le milieu des médias vont reconnaître énormément, que ce soit en radio, en télé. Beaucoup de gens m'écrivent « Ah oui, je me reconnais », puis des fois, ça peut être choquant aussi pour certaines personnes qui travaillent dans ce milieu-là de se lire, finalement, de se voir en œuvre. Ça amène beaucoup de questionnements aussi. Puis de se dire, je pense que le rythme effréné que je mets dans ce roman-là et se transpose énormément dans nos vies, peu importe le milieu. Oui, ça se passe dans le milieu des médias, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des carrières assez demandantes. Exigeantes. Exigeantes, vont se reconnaître. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas, c'est pas étranger au domaine dans lequel on évolue, le domaine des médias, mais aussi les gens, vous l'avez dit, qui sont à l'écoute actuellement, se sont questionnés avec la pandémie, même ont souvent changé de travail. Oui. Et c'est vraiment quelque chose d'assez, je trouvais exceptionnel, mais ça a été ça, l'électrochoc, on dirait. On dirait que ça prenait une pandémie, l'apocalypse pour que toute la planète se questionne, ou du moins que bon nombre de gens se questionnent à savoir si on est vraiment heureux. Pourtant, les éléments de base qu'on devrait faire tous les jours, mais on dirait qu'on vivait dans une sorte de cage dorée, dans une sorte de je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, en fait, ma réflexion, justement, de ce côté-là, c'est que ça nous prend un moment d'arrêt pour être capable de faire, premièrement, ce questionnement-là, puis aussi de prendre en main tous les éléments pour passer à l'action. Tu sais, c'est pas facile de dire, OK, mais disons, je suis malheureuse dans ce que je fais, comment je fais pour sortir de ça? C'est tout un processus, puis dans la vie qui va tellement vite, qui ne s'arrête jamais, peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ce soit même à l'école pour les jeunes, d'autres en carrière. Tu sais, c'est difficile de faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me rend heureux? Ça se fait pas en 2 secondes. Donc, je pense que la pandémie nous a aidé à faire, là, je me retrouve chez nous. Qu'est-ce que j'aime pas, puis est-ce que je peux prendre des actions de ce côté? Pour changer ça. Mais c'est là, où est ce point de bascule où on se rend compte que c'est là où c'est le temps de bouger, justement? C'est là, pour vous, ça a été quoi ce point-là? Parce qu'on peut le laisser passer puis malheureusement sombrer, tomber pour faire l'image dans le précipice. Là. Absolument. Parce que, en fait, moi, le milieu des médias, c'est un milieu qui me passionne, que j'adore. J'aime les gens qui y travaillent. C'est tellement... moi, je suis rentrée dans le milieu du magazine parce que j'étais passionnée de la mode, parce que je suis passionnée de la beauté. J'aime ça parler du culturel, de tout ce qui se passe chez les artistes. Donc, c'est quelque chose que j'adore. C'est difficile pour moi de m'en détacher, mais le point culminant, c'est que tout ce qui me rend malheureuse est trop fort versus tout ce que j'aime et ce qui me passionne. Et de me dire, c'est soit ça ou j'y laisse un peu ma peau. Je ne pourrais pas m'en sortir. Puis mon bonheur, finalement, était rendu vraiment, vraiment trop loin. J'ai fait comme, OK, fait que c'est quoi l'étape? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que c'est pas une chose. Je pense que c'est l'accumulation de beaucoup de choses. On peut la coller aussi au burn-out, au surmenage qui arrête jamais. Puis à un moment donné, moi, je me suis sentie étouffée, puis ça a été ça le point culminant. Il faut avoir de l'aide aussi. Il faut se tourner autour de gens autour de nous, mais thérapie ou service psychologique, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. D'ailleurs, on aborde un peu MeToo. C'est quelque chose qui nous a tous, autant en tant que conjoint, qu'amis, mais évidemment que femme, pour vous, dans votre cas, mais c'est important pour vous d'avoir quand même une référence à ça dans le livre, dans votre livre Imparfaite. Moi, j'ai écrit ce roman-là durant la vague MeToo.
tout. Et en fait, une de mes réflexions face à ça, c'était que j'étais extrêmement en colère de voir tous ces gens que j'admirais, justement, qui passaient à la télé ou qu'on faisait des entrevues que j'aimais beaucoup, finalement, dégringolaient, n'était pas la personne qu'on pensait. Ouais. Il avait fait du tort et vraiment du mal. Et aussi, en tant que société, à quel point ça peut faire du tort à beaucoup de monde, ce mouvement-là. Donc, j'étais extrêmement en colère. Et je me suis dit, ben, ça va aussi dans le temps de qu'est-ce qu'on a le goût de parler, qu'est-ce qu'on a le goût de mettre de l'avant. Puis je pense qu'on est dans un moment où les femmes, on a heureusement une ouverture, un droit de parole, les gens nous écoutent. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Tu sais, je pense que c'est tout un espèce de timing qui m'a permis d'accéder à ce MeToo-là, mais sans en faire une quelconque morale, mais au moins de le positionner puis d'être capable d'en avoir une discussion. D'ailleurs, ce sera ma question de la fin, puis on reste toujours évidemment dans le thème, on en sort un peu, mais vous, en tant que femme, est-ce que, de par les actions qui ont été faites, est-ce que vous croyez au système de justice ou vous êtes encore un peu, peut-être, je dirais, satisfaite de ce qui a pu être fait un peu côté travail avec les différents corps policiers? Pour vous, est-ce que vous y croyez quand même? Ou? Je pense que c'est... Est-ce que j'y crois? Je pense que c'est la plus grande question. Ouais. Je veux toujours y croire parce que je suis quelqu'un qui est toujours positive et qui a un espoir à ce que les gens soient là pour les bonnes raisons. Évidemment, il y a tellement de choses en dessous de ça qui nous font mal et que je comprends pourquoi des fois on décide de pas aller vers cette voie-là et qu'on décide de passer par d'autres chemins pour se faire entendre. Puis je pense que justement, quand tout le monde commence à passer par un autre chemin pour se faire entendre, il faut se poser la question de pourquoi qu'on a besoin de ça. Exactement. Ouais. Ben, en tout cas, c'est un livre, si j'y reviens pour terminer notre conversation, merci d'être passé dans nos studios puis d'avoir été aussi généreuse. Et ce livre s'appelle Imparfaite. Il est disponible un peu partout. Oui. Sophie Montminy, merci. Puis comment vous clôturiez ça, l'entrevue à l'époque? Je vais vous laisser la clôturer, tiens. Non, là, ça fait un plaisir de vous recevoir, d'être ici avec nous et on se revoit pour la prochaine fois. Ah, c'est bien, merci. Événement qui se tient très bientôt, c'est plus tard au mois d'octobre et je trouve ça important qu'on parle non seulement de nos événements artistiques, mais aussi qu'on puisse faire connaître davantage les rouages derrière ces artisans. Il est le directeur musical et artistique du côté donc de l'Opéra Bouffe du Québec avec M. Simon Fournier. C'est notre interlocuteur. Bonjour. Bonjour. Content de vous rencontrer. On pourra parler plus loin de votre production La Belle de Cadix qui est présentée du 22 au 30 octobre prochain. Donc, du côté là, du Théâtre des Muses, c'est à la Maison des Arts ici à Laval. Oui. Mais peut-être y aller, j'oserais dire, l'opérette pour les nuls, là, ben, dans le sens que, de façon évidemment, on le dit, affectueuse, là, mais qu'est-ce que c'est une opérette? Parce que c'est pas nécessairement comme ce qu'on voit à l'opéra avec un Marc Hervieux, par exemple. Oui, c'est ça. On connaît un petit peu plus l'opéra qui est dramatique. Là. Souvent, moi, je dis l'opérette, la différence, l'opéra, la chanteuse a fini plus de mourir à la fin de l'œuvre, tandis qu'à l'opérette, elle se meurt de rire à la fin de l'œuvre. Alors, ça, c'est une importante nuance. Oui, disons. Et puis, c'est ça. Nous, ça nous fait plaisir d'initier les gens là, au genre, à l'opérette. Puis, c'est une chose qui est certaine, c'est... Moi, ce que je trouve, c'est... Premièrement, je le vis. Dans le processus de répétition, on le vit. Et en spectacle, les spectateurs peuvent le vivre. C'est qu'en franchissant le cadre de pas à l'entrée... Là, la salle de spectacle, par exemple. Là. Oui, pour ce qui est des spectateurs, pour moi, c'est la salle de répétition. Les soucis restent en arrière. Il y a comme un poids, une pression qui tombe parce que vraiment, là, on oublie... puis on a du plaisir, on se bidonne. On rit. Ah oui, on se bidonne dans le processus, puis on se bidonne en spectacle. Moi-même, de la fosse d'orchestre, parce que je dirige l'orchestre et les chanteurs, puis c'est le fun à la Maison des Arts, il y a une fosse d'orchestre. Et donc, j'ai le spectacle juste devant moi. Puis je me retiens pas pour participer comme le public à vraiment rigoler. C'est ça. Et donc, l'état d'esprit du spectateur, puis l'état d'esprit des comédiennes, des chanteurs sur scène, de même que le chef d'orchestre aussi, bon. C'est moins guindé. Je vais le dire comme ça. C'est pas comme à l'opéra où parfois on a même peur de faire juste de bouger parce qu'on veut pas déconcentrer ou déranger. Le genre permet là, d'être un petit peu moins...
tendu peut-être ou retenu. À l'opéra, il y a une retenue qui vient avec le mouvement artistique. Oui, là. C'est correct. Ouais. Bon, c'est sûr que l'esprit plus léger, décontracté, permet... Moi, j'ai des musiciens qui sont en train de jouer comme ça, puis ils sont face à moi, donc ils ne voient pas le spectacle, mais qui jouent des fois, puis ils sont comme ça. Des fois, je suis obligé de ramener à l'ordre. Non, mais quand même, ça donne une idée de l'état d'esprit dans lequel on peut tremper en étant spectateur. Je trouve ça quand même fascinant. Puis l'Opéra Bouffe, parce que du Québec aussi, je dois vous avouer, quand je faisais mon plan d'entrevue, puis j'ai reçu la recherche de ma recherchiste Manon, je me disais, l'Opéra Bouffe du Québec, parce qu'on pourrait porter à penser qu'il faut emmener du brocoli pour aller voir votre spectacle. C'est pas un souper concert. Non, c'est pas un souper concert. Là. Du tout, c'est ça. En fait, Opéra Bouffe, c'est un synonyme d'opérette. C'est devenu, le terme a changé pour le mot opérette éventuellement. Puis l'opérette, c'est ça. C'est comme un opéra plus léger. Puis aussi, l'opérette, il y a du texte parlé. Okay. En fait, c'est l'ancêtre de la comédie musicale. Aux États-Unis, là, c'est plus, c'est ça, musical qu'on appelle. Et donc, c'est vraiment l'ancêtre. C'est que la différence, au lieu d'avoir un clavier, une basse électrique, une guitare, ça va être un orchestre complet avec des violons. Puis, alors, c'est ça qui est la différence. C'est le style musical qui est différent, mais c'est vraiment de la comédie musicale. Et évidemment, ce volet-là, on devait le faire. Je pense que c'était important de le faire. Mais là, je veux qu'on s'attarde sur la présentation de votre spectacle, La Belle de Cadix, qui sera présenté, je le disais, du 22 au 30 octobre chez nous à Laval. Quelle est cette opérette de La Belle de Cadix, peut-être pour les nouveaux initiés? Oui, peut-être, je dirais aussi d'entrée de jeu que ça a été composé, ça a été créé à Paris en 1945. C'est de Francis Lopez, qui lui, est d'origine basque, mais c'est une nationalité française. Et ça a été présenté en 1945. Puis c'est drôle, alors, c'était à la sortie de la guerre. Ouais. Puis, si on pense à l'opérette en France, avant ça, plus le style Offenbach, c'est un humour qui peut être politique même. Engagé. Oui, engagé. Tandis qu'avec Lopez, qui est très mélodiste, c'est un humour plus thérapeutique. Okay. Puis, alors, les Français ont délaissé un peu le style Offenbach à la période de la guerre. Deuxième guerre, je parle de la Deuxième Guerre, ça va pas bien. Et il y avait comme un besoin, Francis Lopez répondait vraiment à un besoin de là, on peut-tu juste avoir du fun? Ouais. Puis pas se soucier de nos gouvernements, sont-ils corrects? Laissons la politique de côté et allons juste s'amuser avec des belles mélodies puis un humour très décontracté. Et ça suivait l'arrivée des boomers, d'une jeunesse aussi, tout ça. Et donc, il y avait ce besoin-là à la sortie de la guerre. Ça a été créé en décembre 1945, alors ça venait tout juste de se terminer. On revit un peu à notre façon, on sort de la pandémie. C'est sûr. Moi, je sens, en tout cas, les gens ont envie de reconnecter avec les artistes aussi. Oui, la scène. C'est bien beau, là, c'est des diffusions web et tout ça, mais l'art, c'est d'abord une rencontre d'êtres humains. L'art vivant. C'est pour ça qu'on le dit aussi, ni plus ni moins que l'art vivant. Puis l'art a besoin de l'être humain. Une sculpture sans personne qui la voit, ou la voir même sur Internet, on visite le Louvre sur Internet. Mais être devant un Rembrandt, pour vrai, là, c'est pas la même chose. Devant un Riopelle, pour vrai, il y a une émotion qui peut pas être là. Alors là, les gens, je pense qu'ils ont besoin de reconnecter avec nous. Puis on a bien hâte aussi. Et justement, cette Belle de Cadix, vous allez être quand même plusieurs chanteurs. Je veux dire, je pense, plus d'une trentaine de musiciens, chanteurs. Oui, c'est ça. Il y a 7 solistes, il y a au-dessus de 30 choristes et il y a un orchestre d'une dizaine de musiciens. Alors, ça fait bien du monde que sous la direction, ma direction musicale, mais la direction mise en scène par Alain Zouvi, qui est le grand maître d'œuvre de tout ça, qui fait ça. Il est parfait. C'est un professionnel. Oui, il est parfait aussi pour le genre parce que c'est un peu du théâtre de boulevard, du fado, un peu, le style fado, les opérettes. Alors, des claquages de portes, puis des réactions, tout est très rythmé. C'est ça. Il faut avoir, comme on dit, c'est le sens du timing. Oui. Même dans l'opérette, c'est vraiment fort. Lui, il nous l'inculque ça beaucoup, Alain Zoubi. Intéressant. La
conversation est tellement passionnante, pour vrai, fascinante, mais j'invite les gens pour le complément de cette conversation et d'informations. Déjà au bas de l'écran, c'est inséré, mais opérabouffe.org, c'est tous les détails qui seront remis là, et bien sûr pour savoir comment se procurer des billets et tout ça. Pour... Oui, c'est un cliché, là, mais ça part. Ça s'envole vite. Oui, on est très heureux de voir qu'il semble y avoir un engouement. Alors, ne manquez pas ça, là, ça vaut la peine. Avec plaisir. M. Simon Fournier, directeur artistique et aussi donc directeur musical d'Opéra Bouffe du Québec. Bon, on vous souhaite une bonne série de représentations de la Belle Cadix du 22 au 30 octobre chez nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir, merci. Très intéressant cette conversation. Déjà, je peux le dire parce que avant d'ouvrir les caméras, on a pu échanger beaucoup sur la culture, mais la culture pour nos artistes, dont vous êtes peut-être vous des amateurs aussi, parce qu'ultimement, grâce à Culture Laval, ça permet à nos artistes pour vous, le public à l'écoute, d'avoir accès à ces derniers de différentes façons. Et je suis très content de parler au coordonnateur du développement professionnel chez Culture Laval, c'est M. Adler Louis-Jean qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, ce que je disais en prémisse, c'est-à-dire que Culture Laval est un peu comme un générateur, aide au quotidien les artistes pour les faire rayonner. C'est un peu ça, auprès du public? Je dirais que Culture Laval existe depuis 2014, puis on fait partie du réseau des conseils régionaux de la culture. Donc, souvent, quand on parle d'un conseil de la culture, on est celui de Laval. Puis, on est là pour intervenir dans plusieurs champs. Là, on a différents services. Ça peut être le service conseil, ça peut être toutes les activités de concertation. Aujourd'hui, je suis là pour parler de formation, parce que c'est peut-être un volet qu'on connaît moins de Culture Laval, mais on est là à plusieurs sources, là, puis les gens nous découvrent, là, je dirais, année après année. C'est sûr qu'aussi avec la pandémie, il y a 2 ans et demi, 2 ans du moins, que vous avez dû amputer, j'imagine, certaines ou l'entièreté parfois de votre programmation. Donc, ça a limité aussi peut-être la possibilité de connecter avec les gens et les artistes aussi qui sont à l'écoute, là. Absolument. Puis c'est justement, là, on en profite pour tout ce qui est le déploiement, le relancement de la vie économique, culturelle, pour arriver en force avec une belle programmation 2022-2023. D'ailleurs, je prends 30 secondes avant de plonger littéralement dans votre programmation. Il y a un diagnostic que vous avez fait aussi qui est intéressant, dont on pourra revenir un peu plus loin. Mais concernant nos artistes, le portrait, vous êtes en contact avec eux dans le quotidien. Comment ils ont vécu cette période pandémique? Parce que ce ne sont pas nécessairement toujours des artistes qui ont la chance de jouer sur de grandes scènes ou qui ont la chance d'avoir des grands diffuseurs aussi pour eux. Donc, parfois, c'est des artistes émergents aussi. Donc, comment globalement on peut dresser le portrait de nos artistes ici à Laval? Bien, on a vraiment, je dirais, un portrait très riche. Notre plateforme Signer Laval, je pense que c'est celle qu'on peut consulter pour voir le répertoire des artistes. Il y en a beaucoup. Donc, les organisations, il y en a 70. Puis les artistes, je crois qu'on est rendu à, si j'ai les chiffres exacts, on a 70 artistes membres puis 34 organisations. Quand même. Donc, c'est quand même une masse critique là, à Laval. Puis moi, je dirais que la communauté, c'est sûr qu'elle a ressenti les contre-coups de la pandémie. Ouais. La pandémie. Puis, en fait, c'est parce qu'on en ressort qu'on veut en parler, de dire, on a des formations qui sont disponibles pour eux, puis qu'on est à l'écoute de leurs besoins. Exactement. Bien, allons-y dans cette série de votre programmation et de aussi rencontres que les gens peuvent bénéficier de l'information, évidemment, d'ateliers aussi, ni plus ni moins. Et ça débute très bientôt, le 12 octobre, finalement. Exactement. Ça, on va commencer avec quelle plateforme choisir pour se vendre en ligne. Dans le fond, on a autant des ateliers pour ce qui est le côté numérique que le côté de mise en marché de leurs produits et services, là. Donc, les artistes, souvent, je dirais pas ils ont les moyens de se faire voir, mais ils sont peut-être pas articulés ou ils ont peut-être pas des stratégies assez avancées. Les outils, peut-être aussi. Exactement, c'est ça. Donc, ces outils-là, c'est ce qu'on enseigne à travers nos programmations. Je peux mentionner aussi qu'on a des formations qui sont axées sur tout ce qui est ressources humaines. Parce qu'on ne voit peut-être pas le domaine artistique comme une main-d'œuvre, mais c'est une main-d'œuvre. C'est vrai. Ces formations-là, on est appuyé par le financement d'Emploi Québec. Ça aussi, il faut le savoir. Puis ça rend aussi ces formations-là accessibles au niveau financier parce qu'il y a un remboursement quand même assez important, là, 75 à 85 % de remboursement des frais. Quand même pas banal. Et on se pose encore la question, en 2022, qui n'a pas de site Internet ou de page Facebook, s'il est un artiste quand même, s'il veut
se faire connaître, rayonner, mais c'est encore, pour certains, d'avoir une vitrine sur Internet difficile, je pense. Oui, pour les organisations, on voit qu'ils en ont des sites web, là, c'est la majorité, grande majorité, là, selon le diagnostic. Par contre, pour les artistes, moins. C'est, je pense, à 50% qui n'ont pas encore de site Internet. Ils sont beaucoup plus présents sur les médias sociaux. Par contre, quand ils sont sur les médias sociaux, on constate que leur stratégie n'est pas très élaborée. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'on offre cette fameuse formation sur les médias sociaux, une richesse à exploiter, qu'ils peuvent faire en tout temps. On appelle ça asynchrone, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en tout temps, ils peuvent se connecter. C'est une formation d'1h30. Puis suite à ça, ils ont de 10 à 15 heures de formation, de suivi, de travail sur leur plateforme à faire. Avec donc des experts dans le domaine toujours qui pourront les guider. Puis vous avez parlé du diagnostic justement, ce diagnostic, parce que vous avez ouvert la brèche, puis je veux l'exploiter parce que ça a été, pour moi, lorsque j'ai pu comprendre cette étude-là que vous avez fait, très enrichissant aussi. Puis ça peut aider les gens qui sont à l'écoute, des artistes aussi qui nous regardent. Donc, c'est un diagnostic de la littératie numérique que vous avez fait. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté et comment a été fait la méthodologie pour établir les résultats finalement de ce diagnostic pour vous? Bien, le but, c'était d'avoir un maximum de membres qui y participent. Ça, c'est un grand succès, là. Déjà, nos organisations, c'est un taux de participation de 74%. Puis les artistes, 55%. Puis ça nous a permis de voir vraiment les grandes lignes. Je dirais que dans les faits saillants, là, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ne connaissent même pas nos ressources. Par exemple, on a une ressource qui est Marie-Pierre Leclerc, qui est notre agente au développement numérique. Ça, c'est quelqu'un qui peut les accompagner pour développer des solutions vraiment variées. Puis, on a constaté que autant les organisations ne la connaissaient pas à 50%, puis les artistes à 72%. Ah oui? Donc, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent devenir membres. Ils peuvent aussi nous contacter pour du service conseil. Donc, c'est disponible là, au niveau personnalisé. Là. Donc, ça, c'est un appel que je lancerai. Allez sur Culture Laval, joignez-vous à Culture Laval. Puis ça, c'est vraiment, on a une inscription gratuite là, qu'on on fait la promotion. Là, et c'est touchant artistique, là, dans le sens que les gens qui nous écoutent, là, on pense à la chanson, on pense à la littérature. C'est large. Comme le livre, on l'oublie souvent. Le théâtre, qui est très, très vivant à Laval. La danse aussi, peut-être? La danse. On a des beaux festivals de danse ici que les gens ne savent pas, mais Tourisme Laval le voit. Là, il y a beaucoup de répercussions là, du mouvement de la danse à Laval. Alors, en plus de ça. Et peut-être parce que le temps file et que l'automne va aussi filer très rapidement, il y a quand même toujours aussi des ateliers, des choses qu'on peut donner comme information en terminant parce que vous avez une panoplie, une série aussi, mois de novembre également, d'ateliers là, si les gens veulent s'y connecter. Je vais faire un survol. Oui, allez-y. Dans le fond, on a autant la création d'un site web, comment faire son site web, c'est en 3 dates. Il ressort de là avec un site web opérationnel. C'est très la main dans la pâte. On a l'évaluation et la contribution des employés. Ça, c'est au niveau RH. Comprendre et utiliser Google Ads et le référencement parce que la découvrabilité du contenu, à l'heure des GAFAM, là, qu'on appelle, là, c'est important de se faire voir. C'est ça. Comment retracer rapidement votre site web ou votre art, par exemple. Exact. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Puis ensuite, au mois de novembre, il y a encore une belle diversité. Celui qui est super intéressant, c'est l'expérience de sobriété numérique et gestion de la fatigue numérique. Ah oui? Ça, on le sous-estime, mais longtemps sur les écrans et tout ça, il y a une façon de le gérer de façon professionnelle. Puis ça va être super, super pertinent, je pense, comme formation à suivre. Développer et gérer la présence en ligne en tant qu'artiste. Donc, oui, les organisations, c'est important pour eux, mais les artistes individuels, c'est important de le faire. Puis finalement, équité, diversité et inclusion. Ça, c'est, je pense, un sujet qui est très populaire. Plus que jamais. Exactement, mais il faut savoir comment le faire. Aussi. Bien, on vous incite les gens à aller sur les plateformes. Déjà, c'est affiché au bas de l'écran. Monsieur Adler, Louis-Jean, merci beaucoup d'être passé. On rappelle que vous êtes de Culture Laval. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, culturelaval.ca. Ah, voilà, merci. Merci. Cet automne, une grosse rentrée cinéma. Si on a peut-être été au cours de l'été laissé sur notre faim le popcorn, il y avait de bon goût, mais je pense que cet automne, ce sera le cas davantage. Tout de suite, on parle de cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut Alex! Ben, est-ce que je gère en disant que j'ai l'impression que cet automne, il y a pas mal plus de sorties qu'on a pu avoir cet été-là? Bien, tout à fait, plus de sorties que cet été et que l'automne passé, que l'autre automne avant. Évidemment, mais... Dû à la COVID, et là, les choses semblent rentrer lentement dans la normale. Et cet automne, on a droit
beaucoup de belles sorties cinéma. Et là, j'ai hâte de voir ce dont tu as choisi parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. D'habitude, je me fie à nos chroniques depuis plusieurs années ensemble. On est souvent d'accord. Peut-être juste mentionner que Amsterdam sort le 7 octobre. On va un peu passer par-dessus parce qu'on va aller plus tard dans l'automne, mais c'est important de signaler que c'est un film attendu, là. Oui, tout à fait. Réalisé par David O. Russell, qui a réalisé un de mes films préférés, Three Kings, avec George Clooney, entre autres, vers la fin des années 90, 98, 99. Je m'en rappelle plus, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu... Ça fait marquant pour toi. Puis, tu sais, de voir la distribution, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek aussi. Oui. Donc, vraiment, c'est toute étoile concernant ce film-là. Allons-y avec le mois d'octobre, qui arrive avec les films d'horreur, souvent. Ben oui, tout à fait. L'Halloween, les films d'horreur pour l'Halloween sortent milieu octobre. Et le 14 octobre, on va avoir droit à Halloween Ends, la fin de cette trilogie qui a commencé en 2018 et qui se termine avec ce film-ci. Moi, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se terminer. Avec Jamie Lee Curtis aussi, il faut dire. Tout à fait, elle reprend son rôle. Et je ne sais pas si toi, tu avais aimé les deux autres de cette série. Oui, je confirme. Le côté gore que toi puis moi, on a, ça, c'est en commun. On aime voir la veine là, qui est tranchée ou qui est finalement dans un film d'horreur du même genre. Et ce qui est fun, c'est que c'est réalisé par David Gordon Green. Et ce gars-là, il a réalisé des comédies au début de sa carrière. En 2008, il avait fait le film Pineapple Express que tu as sûrement... J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré aussi. Donc, c'est un gars qui vient du milieu de la comédie. Et en général, ceux qui viennent du milieu comique, c'est quand même plus facile aller vers tout ce qui est horreur ou tout ce qui est drame, étrangement. J'ai hâte de voir. Est-ce que ce sera la fin? C'est une question du personnage de Michael Myers. Je peux te le dire tout de suite. Non, hein? Non. Tant que l'argent va être au rendez-vous. Et si l'argent n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont attendre quelques années, ils vont sortir un autre. Ils vont attendre que la tendance revienne. Ouais. C'est tout. Mais pour cette trilogie-ci, c'est la fin. Mais c'est peut-être le dernier, par contre, de Jamie Lee Curtis dans son rôle. Tu sais, avec les premiers moments en 1978 versus maintenant, elle se fait âger de plus en plus. Donc, c'est peut-être l'un des derniers films, par contre, qu'on pourra la voir dans son personnage. Harrison Ford, il a joué Indiana Jones pour une 5. Il a joué Han Solo aussi. Et il a presque 80 ans et c'est un rôle assez physique. Donc, Jamie Lee Curtis, pour moi, elle peut revenir jusqu'à ses 90 ans dans la franchise Halloween et ça va avoir du sens. Il n'y a pas de problème. On prend-tu un pari? Ça pourrait peut-être arriver. Film aussi attendu, Black Adam. On en sait peu sur ce personnage-là je pense que c'est l'univers de DC Comics? Oui, c'est ça, c'est l'univers de DC Comics. Black Adam, c'est un anti-héros, on le comprend dans la bande-annonce, et le personnage est interprété par Dwayne Johnson. Donc, est-ce que on nous vend ce film-là comme l'espèce de vilain anti-héros? Et évidemment, vu que c'est un film basé sur ce personnage-là, il va devenir gentil, il va devenir un héros. Et comment est-ce qu'il va rentrer dans l'univers cinématographique de DC? Eh bien, on ne le sait pas parce que tout est en train de changer en ce moment avec... le film sur The Batgirl qui était censé prendre l'affiche et finalement, le film tout a été cancellé. Exact. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, mais c'est un film que je suis curieux de voir. Moi aussi. Mais en même temps, il manque quelque chose. Peut-être qu'avec une deuxième bande-annonce, on va comprendre un petit peu plus, mais là, c'est comme on dirait que c'est plus un Superman qui est un peu plus du côté obscur, si je peux dire ça comme ça, mais c'est tout. Donc, on ne sait pas encore si peut-être un jour il pourrait être impliqué dans un autre film de DC Comics, un peu comme on a fait avec Marvel, avec les Avengers. Là. On ne sait pas. Là. La réponse, le plan à DC, c'est oui, évidemment, mais ce que je me pose comme question, c'est comment est-ce que l'univers cinématographique de DC va changer parce qu'on ne sait pas encore si Superman va revenir, si Batman joué par Ben Affleck va revenir, ou c'est plutôt Michael Keaton qui interprète Batman qui va revenir. On sait que dans le Flash... Ou même Robert Pattinson, est-ce qu'il y aura... Ça, c'est séparé de l'univers cinématographique de DC, comme le film Joker et le 2 qui va prendre l'affiche, c'est également séparé. Disons qu'ils font les choses un peu différentes de Marvel, et c'est
moi, je trouve ça très bien. Ben, c'est une belle façon de le faire. Je me permets de glisser les 12 travaux d'Imelda le 28 octobre prochain parce que c'est le frère de Denis Villeneuve, Martin Villeneuve, qui est un cinéaste super talentueux. Beau projet, celui-là. C'est un projet familial. Vous irez voir ce film-là le 28 octobre prochain. On s'en reparlera. Je vais être obligé de m'en reparler. Allez, 12 travaux d'Imelda. Mais allons-y avec toujours la portée blockbuster parce que novembre, il y aura, et décembre, 2 machines très attendues. Tout d'abord, Black Panther, le 11 novembre. Le 11 novembre, Black Panther 2, et ben, on le sait avec le personnage, l'acteur qui est décédé en 2020. Chadwick Boseman. C'est ça, qui interprète Black Panther, qui est décédé. Et là, comment est-ce que Marvel va gérer ça? Parce qu'au départ, le grand architecte de l'univers de Marvel au cinéma, Kevin Feige, a dit qu'il n'allait pas trouver un autre acteur pour interpréter le rôle. Donc, dans l'histoire, le personnage de T'Challa, il est vraiment décédé. Donc, comment est-ce qu'on va amener ça et qui va le remplacer? Et il y a aussi Namor qu'on va introduire dans l'univers de Marvel. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce film-là. Ce sera crève-cœur. En tout cas, on aura sûrement la larme à l'œil pour vrai, surtout sachant que Chadwick Boseman est décédé. Et là, en terminant, il nous reste à peu près 1 minute. Donc, c'est important. Avatar, La Voix de l'eau. Ça fait longtemps que James Cameron nous a dit qu'il allait avoir une suite. Là, ce sera peut-être plus concret. Là. C'est fait depuis j'allais dire 2009. Le film est sorti en 2009, donc plutôt comme 2010, quand on a compris que quand le film est devenu le film le plus rentable. Quasiment l'histoire du cinéma. C'est ça, extrêmement rentable. Et bien là, évidemment, James Cameron a dédié le reste de sa vie jusqu'à présent à Avatar 2, 3, 4 et 5. Donc celui-ci, le 2 sort au mois de décembre, mais ensuite, il y a le 3 qui va sortir en 2024, le 4 en 2026 et le 5 en 2028. Et celui-ci, cet Avatar qui va sortir, a un budget de 250 millions. Wow. Je ne peux pas imaginer les autres. Si les autres ont le même budget, on parle de 1 milliard de dollars qui est investi dans une franchise qui a très bien marché en 2009. Mais est-ce que les gens vont embarquer aussi bien? Moi, je trouve que c'est un pari risqué, risque à prendre. Oui, pari risqué, mais en tout cas, on sera là pour en reparler et le critiquer, ce film-là. Nicolas Massin-Poirier, merci. Merci. Is our fortress. Le 10 octobre prochain, c'est la journée mondiale donc de la santé mentale. Vous comprendrez, avec la pandémie, ça a pu exacerber certains besoins et de grands besoins. On en parle tout de suite avec celle qui contribue à notre bien-être. Je peux l'exercer comme ça parce que tu nous donnes toujours à chaque semaine ou presque à chaque passage dans cette émission de bons conseils. Salut Peggy Belland. Salut, je suis vraiment contente de te retrouver. Première chronique après la saison estivale. Exactement. Et oui, ma mission, c'est de bâtir un monde meilleur en santé et positif. Et tu sais, Alex, je sais pas si tu sais la santé mentale, c'est quoi la définition? C'est une bonne question, mais je pense qu'on a tous une vaste idée de ce que ça peut être la santé mentale, mais je pense qu'aussi on peut tous avoir notre propre interprétation de ce que c'est la santé mentale. Moi, j'oserais dire que autant sur le plan, parce que ça va de pair, sur le plan physique, mais aussi évidemment entre nos deux neurones dans notre cerveau, que ça va de pair, que les deux sont en équilibre. Moi, ce serait ma façon de l'exprimer, de définir la santé mentale. Oui, j'avais quand même envie on va le faire. Vous donner une définition que je trouve que c'est la meilleure en fait. C'est celle de l'OMS qui définit la santé mentale comme un état complet de bien-être, mettant au niveau physique, mental et social. Parce que le côté social est super important. Et santé mentale ne veut pas dire absence de maladie. Parce que souvent, on va dire, moi, je suis en bonne santé mentale, je fais pas de l'anxiété, je suis pas bipolaire, ça n'a aucun lien. Tout le monde, je pense que tout le monde, est-ce qu'on s'entend là-dessus, puis on l'a dit avant d'ouvrir les caméras, là, je t'interromps, mais je pense que tout le monde a un moment ou un autre de sa vie ou aura, peut-être, soit on l'a pas, mais quand même, ce genre de questionnement a besoin d'aller consulter, besoin de... On a des passages, que ce soit pour le deuil, une séparation, même de la santé mentale, ça peut être un événement positif. Là. Quand on a un bébé, moi, je peux vous dire, j'ai 2 enfants, ma santé mentale était affectée parce que, on part de la maison, on est 2, on est 3, après ça, on est 4. Ouais. Fait que, sans compter tes hormones aussi de femme. Oui, avec les hormones de femme, c'est quelque chose. Et
Tu sais, Alex, je suis formatrice en santé et sécurité du travail et animatrice et j'avais vraiment envie de m'impliquer au niveau de la santé mentale pour cette journée-là et j'offre un webinaire qui est initiation à la santé mentale en milieu de travail parce qu'en milieu de travail, c'est pas évident. Là, je sais pas toi, mais moi, j'étais beaucoup en télétravail. Le présentiel recommence, le réseautage, ça fait beaucoup de pression là, pour les gens. C'est sûr. Mais que justement, parce que tu donnes des ateliers, parce que tu parles avec des entrepreneurs, avec des employés aussi, tu connais un peu l'envers de la médaille des deux côtés. Qu'est-ce que tu constates de part et d'autre avec tes contacts avec des entreprises, avec des gens qui renouent avec le travail, par exemple? En fait, les gens ne savent pas comment renouer. En fait, je te donne un petit exemple, je vous en donne un, là, juste d'aller dans une activité de réseautage. Je suis allée dernièrement, là, tout le monde était super content, mais est-ce qu'on se donne la main? Le point est obligatoire, mais il y a encore des gens qui ont peur, puis c'est correct, puis il y a des gens qui ont des problèmes avec leur immunité. Donc, je dirais que c'est tout dans le comment, mais principalement, je voulais vous donner là, des petits trucs en milieu de travail. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux au travail? On veut être bien au travail, mais en fait, on peut prendre plus régulièrement des pauses. Puis ça, j'avoue, en télétravail, là, moi, j'en prenais pas de pause. Je trouvais ça difficile. Tu mangeais à côté de l'ordinateur parce que tu voulais pas te perdre de temps. Puis t'es tout seul. Ben oui. Souvent. Fait que c'est vraiment de prendre ses pauses, c'est important. Faire aussi des activités avec des collègues en dehors des heures de travail pour apprendre à se connaître. Tu sais, on en fait ici à la télé de Laval. Souvent, on a une petite activité à Noël, on a le 40e qui s'en vient. Je donne un exemple comme ça. Mais c'est vraiment de connecter avec ses collègues, pas juste pendant les heures de travail. Puis aussi, si on est submergé, là, souvent, on a tendance à garder ça pour soi, là, surtout en vieillissant, là, mais c'est se trouver au moins quelqu'un pour en parler. Si on n'est pas bien, je ne dis pas d'en parler dans notre milieu de travail, mais se trouver un ami, quelqu'un à l'extérieur pour en parler, juste d'en parler, là, ça libère notre esprit. Ben, tu dis ne pas en parler au travail, mais quand même, il y a dans plusieurs entreprises, de plus en plus, on est conscient des ressources humaines, il y a des services de psychologie, on peut le demander peut-être à notre patron aussi, parce que c'est de toute façon, c'est vers ce vers quoi on s'en va. La nouvelle génération qui entre sur le marché du travail veut, sur le plan des ressources humaines, les conditions de travail, veut avoir tout ça de façon optimale. Alors, je pense que c'est aussi important de le solliciter et de le demander. De soutien aux employés à l'interne, tu as raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, d'apporter nos problèmes au travail, ça apporte une ambiance négative. C'est sûr. Juste faire attention à qui on en parle, mais tu as raison, il y a beaucoup d'entreprises qui sont super bien outillées, qui forment leurs employés. Et sinon, de le demander, et je te témoigne quelque chose de concret, quelqu'un autour de moi, un ami qui, ils sont plusieurs à son travail, ont demandé d'avoir un service d'un professionnel, un entraîneur qui vient 2 midis par semaine pour ceux qui veulent. Ils vont courir dehors, ils font du CrossFit, ils vont en gymnase parce qu'au sein même de l'entreprise, il y a un mini-gym. Donc, il y a possibilité de... C'est sûr que je comprends que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là, mais quand même, si on évoque ça, si on est un groupe de travail, on sait qu'il y a une rareté de main-d'œuvre. De plus que jamais, c'est de conserver cette main-d'œuvre-là. Donc, je pense que les différents entrepreneurs ou différents boss vont peut-être être plus à moi-même de vouloir écouter nos doléances. Je ne sais pas si c'est ce que tu constates toi aussi, mais auprès des employeurs que tu consultes. Là. Oui, tout à fait. En fait, c'est que les gens mettent des activités sur les heures du midi, ils vont faire des barbecues collectifs. Exact. Ce que je vois, ils font des journées de formation complète, des journées de santé et sécurité au travail. J'ai donné des ateliers en entreprise. C'est super motivant pour faire de la prévention. Fait que tout à fait. Puis même au quotidien, je voulais vous donner 2-3 trucs là, parce que le temps passe. Aussi, vite, vas-y. Là. Mais faut se fixer des objectifs simples dans la vie. T'sais. Pas se fixer des gros objectifs. On l'a vu avec la pandémie. Pas nécessairement voir trop sur le long terme, mais aussi voir sur le court terme. Puis être actif, tu l'as souligné, Alex, juste faire 30 minutes d'exercice par jour, là, ça nous permet de libérer notre morale. Et moi, la chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir de la gratitude. On pense pas aux bonnes choses qu'on fait au quotidien. Fait que moi, le soir, je m'arrête, je prends un petit thé, puis j'écris vraiment de quoi je suis fière. Là. Qu'est-ce que j'ai de ta journée. De ma journée. Puis évidemment, dormir. Et ça, j'ai appris à dormir. Je réussis à dormir. Puis plus on dort, plus notre esprit est éveillé, est allumé. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Puis moi, je vous invite vraiment, si ça vous tente, le 4 octobre, je donne un atelier. Vous pouvez vous inscrire. Je donne ça en collaboration avec Alco Prévention Canada. C'est info@alcoprévention.com. Puis c'est un atelier d'1h30. Puis c'est l'initiation. Donc, je donne tout
tous les trucs, je donne comment les stratégies à adopter, qu'est-ce qu'on fait quand on a des employés internes. Ta citation en terminant, parce qu'il nous reste 1 minute. Oui, ma citation, en fait, c'est de mon cru. Donc, un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Avec plaisir, on te retrouve très bientôt. Merci à toi de ton passage à plus tard cette saison. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Au cours des prochains jours, il y aura à la Place Belle Disney on Ice, Disney sur glace, dans ce long week-end de l'Action de grâce. Un rendez-vous que vous ne devez pas manquer, certainement, surtout que c'est un événement toujours familial, à grand déploiement, effervescent. On a l'un des patineurs, le Québécois Olivier Poupard, qui est avec nous. De façon technique, on le joint à Hamilton, qui est actuellement d'ailleurs en tournée. Bonjour, Olivier. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui, super, super. Comment ça se passe, la tournée actuellement? Vous êtes à Hamilton, là? Oui, là, on est à Hamilton, ça va super bien. On est dans notre 4e semaine de tournée, mais ça commence bien et on va avoir une belle année. Et bon, ce spectacle-là, Disney on Ice, Disney sur glace, c'est Célébrons, évidemment, il faut dire. Et est-ce que le spectacle est évolutif? Est-ce que de ville en ville, de soir en soir, c'est un spectacle qui, quand même, peut évoluer pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, par exemple? Oui, c'est un spectacle à... On a 53 patineurs. On a des personnages des plus anciens jusqu'aux plus nouveaux. Puis c'est un spectacle qu'on revient tout le temps. C'est pas un spectacle comme que vous avez déjà vu. On a tout le temps du nouveau. Ça change. C'est super bien. Puis on a on a tout le temps des petits nouveaux, des petites choses qui arrivent de spécial. C'est tout le temps différent. Et toi qui es un des patineurs de la troupe, Olivier, qu'est-ce qui fait la magie pour toi? Qu'est-ce qui, selon toi, fait la magie de Disney sur glace, de Disney on Ice, pour que les familles reviennent d'année en année voir le tout chez nous à Laval, par exemple? Pour moi, définitivement, la magie de Disney, ça vient des personnages comme Mickey, Minnie, Goofy, Donald, qui viennent nous raconter une histoire, puis qui nous amènent dans leur monde, puis qu'après ça, ils nous amènent dans chacune des histoires Disney qui sont sur notre spectacle, comme Aladdin, Roi Lion, on a presque toutes les princesses de Disney qui sont avec nous. C'est vraiment de pouvoir voir toute l'histoire de Disney, puis en même temps de pouvoir voir, parce que on célèbre aussi le 40e anniversaire de Disney sur glace. C'est vraiment... C'est toutes les émotions qui en courent. Ouais. C'est nostalgique un petit peu. C'est les souvenirs. Les parents, ils aiment ça parce qu'ils reviennent voir ces autres qui viennent voir quand ils étaient jeunes. Les jeunes, bien, ils voient les histoires qu'ils voient à la télévision ou dans des films. Puis ça rattache tout le monde ensemble. Ce qui fait que Disney est sur place. Tout le monde aime ça. Puis aussi longtemps. Et je m'interroge, est-ce que je me trompe? Tout d'abord, tu as joué au hockey. Là. Avant de te mener à Disney on Ice, tu étais un joueur de hockey, je pense. Non, moi, j'étais un patient artistique de compétition. Okay. J'ai été mis au patin pour jouer au hockey, mais malheureusement, j'ai toujours resté au patin. Je ne suis jamais allé au hockey. OK. mais qu'est-ce qui t'a mené à Disney on Ice? Comment ça s'est créé pour toi? Quand même un Québécois qui est dans une production internationale qui fait le tour du monde. Comment c'est né pour toi, cette connexion avec Disney? Moi, en fait, j'étais compétitif. J'étais... au niveau national, je m'entraînais beaucoup. Puis honnêtement, il me manquait la petite coche de performance puis en lien avec l'audience, excuse-moi, je cherchais mon mot, de pouvoir avoir cet effet-là. C'était vraiment dur en compétition parce qu'il faut qu'on aille chercher nos points. Il faut qu'on aille chercher chaque petit détail pour pouvoir atteindre les points. Tandis que la performance du spectacle, c'est vraiment tout ce qu'on voulait. Puis moi, quand on m'a offert... de venir sur le spectacle, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Et quel est ton rôle au sein du spectacle? Est-ce que tu as plusieurs rôles? Tu incarnes plusieurs personnages? Est-ce qu'on te voit tout au long de la production? Oui, moi, on me voit tout au long de la production. Je suis un patineur d'ensemble. C'est sûr que je vais faire des choses un peu différentes de chaque spectacle. Je me promène. Je suis pas mal tout le long du spectacle, je suis là, puis on me voit. OK, on le voit très bien. Donc, on va peut-être regarder sur la glace, là. Olivier Poupard, là, on va...
On va regarder, on va essayer de te retrouver sur, évidemment, donc la glace de la Place Belle, je disais, du 6 au 10 octobre. Mais quand même, je ramène ça un petit peu parce que pour moi, ça me fascine de voir un gars de chez nous qui performe à l'international. Et est-ce qu'on doit beaucoup s'entraîner? Est-ce que c'est aussi exigeant, par exemple, lorsque tu es en compétition de patinage artistique par le passé et versus avec Disney on Ice? Est-ce qu'il y a quand même des lignes directrices et un certain niveau à toujours rester pour faire partie de la distribution et de ce spectacle-là, quand même de haut niveau, là? Oui, définitivement. Il faut vraiment... Tu sais, on se garde tout le monde est en shape parce qu'on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir quelqu'un qui se blesse demain matin, puis moi, ben Olivier, ben tu t'en vas dans tel rôle de même. Aujourd'hui, il faut que tu le fasses, il faut que tu l'apprennes là, maintenant, que tu sois prête pour le faire. Moi, j'étais un patineur de danse sur glace, donc en couple. Fait que j'ai été habitué de faire des lifts, des choses comme ça. Fait que c'est sûr, moi, il faut que je garde les capacités que j'ai sur glace. On veut vraiment garder nos capacités, puis on veut augmenter ce qu'on est capable de faire, apprendre des nouveaux lifts, des nouveaux sauts, tout le temps pour évoluer puis garder le spectacle de plus en plus intéressant, puis pour nous et pour l'audience aussi, tu sais. Ouais. Et jusqu'où peut nous mener un spectacle? Tu sais, je veux dire, pour toi, ta carrière en tant que patineur, est-ce que ça, c'est un peu quelque chose que tu peux faire pour les 15 prochaines années? Est-ce que ça peut être évolutif pour toi? Oui, vraiment beaucoup, parce qu'on a des patineurs que ça va faire... j'ai pas de chiffre, je me souviens plus de chiffre exact, là, mais mon doyen sur mon spectacle a 54 ans, ça va faire pas loin de 15-16 ans qu'il est sur le spectacle. Wow. C'est vraiment... Disney on Ice, c'est vraiment une compagnie. Feld Entertainment est propriétaire de Disney sur glace. Donc, c'est une compagnie familiale qui aime... On garde notre monde longtemps. Puis, si tu aimes ce que tu fais puis que tu es capable de le faire, tu vas rester aussi longtemps que tu peux. Puis, moi, ben, je veux faire ça un autre 5, 6, 7 ans. Je vais rester pour la compagnie. Puis après ça, je veux rester quand même la compagnie et aller... je cherche pour un poste de direction par après. On te le souhaite. Il nous reste encore à peu près 2 minutes, Olivier. Puis je veux savoir, en terminant, où est le plus bel endroit que tu as visité? Est-ce qu'il y a un aréna, une ville qui, pour toi, t'a fasciné par la qualité de la glace, peut-être aussi? Ou, je te dirais, moi, j'ai déjà joué à la Place Belle. La Place Belle, c'est plate à dire, mais pour moi, c'est une des plus belles places parce que c'est c'est mon chez-moi, c'est ma place, mes amis sont là. C'est niaiseux à dire, mais comme tu disais, la glace est hot parce on sait quoi qu'on parle quand on est au Québec. Oui, exact. De la glace. Mais c'est fantastique. Mes amis sont là, puis tout. Moi, je suis pas souvent à la maison, fait que mes vacances sont quand que je suis à la maison. Fait que c'est vraiment spécial d'être là. Ben, c'est une très bonne réponse, effectivement. Puis de toute façon, peu importe où vous diffusez, où vous êtes en production, finalement, vous vous projetez. C'est clair que la réaction des enfants, la magie, la lumière, les étoiles sont dans les yeux des enfants. Et ce sera encore le cas, j'en suis persuadé. Du 6 au 10 octobre, on invite les gens qui sont à l'écoute actuellement à aller dans un long week-end d'Action de grâce à la Place Belle pour Disney sur glace. Merci beaucoup, Olivier Poupard, puis ça a été une belle rencontre. Merci. Passe une belle fin de journée. Bye-bye. Toi aussi. Et bonne retrouvaille avec la famille, tiens, aussi. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, c'est ce qui complète presque cette édition de Pour votre information. Je vous invite à nous acheminer vos questions. Vous aimeriez qu'on aborde un sujet, c'est très simple. Ce sont les mêmes façons. Vous avez accès au tvrl.ca, notre page Facebook également, autre courroie de transmission. Aussi, je veux remercier toute l'équipe qui me font rayonner devant les caméras. Daniel et Daniel aux caméras également. Il y a Yannick aussi qui est avec nous. Jacques aussi, de même qu'à la réalisation. Il y a Alain et à la recherche Manon. N'oubliez pas que notre bingo est toujours tous les dimanches dès 9h30 avec 4 000 $ à remporter cette semaine, dont 3 000 $ pour la carte pleine. Allez vous procurer les cartes dans différents points de vente. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine et n'oubliez pas d'aller voter.